L'écroulement militaire français de mai 1940 face aux armées de l'Allemagne nazie a stupéfié le monde, et notamment la population des colonies. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres. Quand De Gaulle appelle à poursuivre la lutte, c'est aussi vers l'Empire qu'il se tourne. Et comme ils pourront. Durant la Grande Guerre, on a compté plus de 80 000 morts parmi les soldats des colonies. À peine 30 ans plus tard, le pays fait encore appel à eux. Tirailleurs africains et malgaches, goumiers. Ils sont près de 500 000 à participer à la résistance, au débarquement en Provence, aux campagnes d'Italie et d'Allemagne. Près de 50 000 seront tués. Ce sont, dès le début de la guerre, ralliés autour du drapeau tricolore. La contribution des peuples colonisés au combat et à la victoire alliée laissait présager au moins une amélioration de leur statut. Avec lesquelles elles se partagent la noble tâche de défendre le sol de la patrie. Elle ne viendra pas, ou si peu, ou trop tard. La rancœur contre l'ingratitude de la métropole a été un des moteurs ensuite du mouvement national. Et puis d'autre part, les succès des Alliés, notamment en Afrique du Nord, l'arrivée de la grande armada anglo-américaine en Afrique du Nord, la présence de Franklin Roosevelt, la conférence d'Anfa, où Roosevelt dit au roi du Maroc, c'est le moment de faire valoir vos droits à l'indépendance, n'est-ce pas? Ce qui était en effet ce qui allait de choix. De Gaulle avait pourtant amorcé une prise de conscience des problèmes coloniaux en organisant la conférence de Brazzaville en février 1944. Son objectif ? Concevoir une politique nouvelle envers les colonies. À la Libération, De Gaulle veut avant tout rendre à la France son rang de grande puissance. Et pour lui, cela passe par le maintien de l'Empire. Fort de cette conviction, il affronte le premier grand choc de la décolonisation française, l'insurrection en Indochine. Après les révoltes annonciatrices de l'entre-deux-guerres, l'occupation japonaise a renforcé le nationalisme indo-chinois. Le mouvement est en outre marqué par l'influence croissante du communisme. De Gaulle abandonne les options de solutions négociées prônées par le général Leclerc et demande à l'armée de mater la rébellion Viet Minh. Un choix ressenti comme un faux pas. De Gaulle quitte le pouvoir en février 1946. Dans l'esprit de Brazzaville, la 4e République crée l'Union française qui vise à transformer l'Empire en une association de peuples. Mais l'heure n'est plus aux aménagements et c'est un échec. L'heure est à cette sale guerre d'Indochine qu'une république instable va conduire jusqu'au désastre militaire final de Dien Bien Phu en mai 1954. Il faudra l'humiliation de la défaite et la détermination du nouveau président du Conseil pour ouvrir la voie à la négociation. Monsieur Pierre Mendès France vous parle. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Les accords de Genève mettent fin à 8 années de guerre. La guerre d'Indochine, quand même, c'est un coup de tonnerre extraordinaire parce que c'est la victoire militaire d'un peuple colonisé, hein, les Vietnamiens. Et ça, on peut dire, et je crois que l'expression a été d'ailleurs utilisée par un leader algérien qui s'appelait Ferhat Abbas, quand il évoquait Dien Bien Phu, il parlait de Valmy des peuples colonisés. Le sultan du Maroc, Mohamed V, qui a refusé d'intégrer l'Union française, est exilé à Madagascar depuis 1953. Le mouvement nationaliste s'est renforcé et organise attentats et soulèvements. La France rappelle le sultan et décide de négocier. Au Maroc comme en Tunisie, c'est en 1954 que commencent à s'organiser de manière apaisée les indépendances.
En Tunisie, le leader nationaliste Habib Bourguiba est accueilli en héros au terme de sa longue mise en résidence surveillée. En mars 1956, la Tunisie et le Maroc accèdent à l'indépendance définitive. En Algérie, les attentats de novembre 1954 perpétrés par le FLN dans les Aurès ont sur le moment peu de retentissement dans l'opinion française. Leurs auteurs sont pourchassés comme de simples hors-la-loi. Ils signent pourtant le déclenchement de la guerre d'Algérie. 8 années de violence, de drames et d'incompréhension. Les gouvernements successifs de la 4e République se montrent incapables d'empêcher le basculement de la population musulmane du côté indépendantiste, incapables de faire aboutir toute réforme de structure, incapables de ramener la paix. La 4e République s'enlise dans le piège algérien, agonise, puis tombe sans gloire au cours des journées d'émeutes qui secouent Alger en mai 1958. Français d'Algérie et cadres de l'armée unis contre un pouvoir accusé de vouloir brader l'Algérie en appellent au général de Gaulle. Pour eux, il incarne l'ultime espoir d'une Algérie qui resterait française. Un retour au pouvoir lourd de malentendus et d'ambiguïtés, comme en témoigne son voyage en Algérie de juin 1958. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. À droite comme à gauche dans la population européenne comme musulmane, chacun veut croire à une solution imminente, conforme à ses vœux. Pourtant, la guerre durera encore 4 longues années, jusqu'aux accords d'Évian signés en mars 1962 avec le FLN. En métropole puis en Algérie, l'indépendance est ratifiée par référendum. Tandis que l'Algérie était en proie à une guerre sanglante, l'Afrique noire accède à l'indépendance sans drame véritable. En septembre 1958, De Gaulle propose aux Africains d'adhérer à la nouvelle communauté qui doit remplacer la défunte Union française. Hormis la Guinée, tous les États africains et Madagascar acceptent ce Commonwealth à la française. Il ne durera guère plus d'1 an. Les peuples africains revendiquent tout autre chose, comme il l'exprime au général de Gaulle lors de son voyage à Dakar. Je vois que Dakar est une ville vivante et vibrante. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent. Le Mali, qui fédère alors le Sénégal et le Soudan, devient indépendant le 20 juin 1960. La même année, tous les États d'Afrique noire et Madagascar proclament leur indépendance en accord avec la France. De Gaulle rappelait volontiers le rôle que d'autres avaient joué avant lui pour l'émancipation africaine. Je pense à la personnalité d'un homme très important comme Gaston Defferre, qui avait lui aussi anticipé sur ce processus en mettant en place ce qu'on appelle la loi cadre de 1956, qui a préparé le passage aux indépendances politiques, notamment en Afrique noire. Le général de Gaulle, dans le fond, n'a fait que reprendre les propositions émises par Gaston Defferre sur l'Afrique à partir de 1956. 3 juillet 1962, l'Algérie est officiellement indépendante. Le bilan est lourd. 300 000 morts, dont 270 000 Algériens musulmans. Un putsch de généraux. Le terrorisme des nationalistes. Les représailles contre les civils. Le terrorisme de l'OAS. Tout le drame et l'échec de la colonisation française semblent se concentrer sur ces quais d'Oran et d'Alger, où affluent 1 million de Français, les pieds noirs. Une valise pour tout bagage, ils font le chemin inverse de leurs ancêtres attirés 130 ans plus tôt par les promesses d'une nouvelle vie. Une autre blessure n'est toujours pas refermée, celle des Harkis, ces Algériens musulmans qui furent près d'1 million à se ranger aux côtés de la France. Un grand nombre d'entre eux seront massacrés en représailles.
90 000 parviennent à gagner la métropole en dépit de l'interdiction formelle des autorités françaises. Mal accueillis, ils participent pourtant au développement économique des années 60.